En moins de 20 ans, l'extrême droite est arrivée au pouvoir un peu partout dans le monde, y compris dans les pays du G20. Qu'est-ce qui nous prend? Pourquoi cette radicalisation? Pourquoi ce retour de partis politiques qui, dans le passé, n'ont amené que des larmes et du sang? Et surtout, pourquoi est-ce un phénomène mondial et très rapide? Les explications qu'on donne à ce phénomène ne suffisent pas. En fait, elles n'expliquent rien du tout. On dit les gens en ont marre, les gens ne se sentent pas en sécurité, les gens ne font plus confiance au gouvernement, aux institutions, à la justice, les gens ne s'en sortent plus financièrement. Toutes les données historiques, toutes les statistiques montrent qu'au contraire, nous n'avons jamais été autant en sécurité, bien portants, bien gouvernés, nous n'avons jamais bénéficié d'autant de liberté, ni vécu aussi longtemps. Notre niveau de vie a atteint des sommets. Les institutions sont en général plus efficaces et plus justes qu'elles ne l'ont jamais été. En tout cas, cette tendance prévalait jusqu'il y a peu. Depuis le tournant du siècle, il faut admettre que cet optimisme n'est plus de mise. Des inflexions inquiétantes apparaissent dans les courbes, notamment la paupérisation d'une part croissante de la population et l'augmentation vertigineuse des inégalités sociales. C'est toute la machine à redistribuer les richesses qui semble en panne. Il y a bien sûr des explications matérielles. En Europe, la croissance stagne depuis déjà 2 décennies. Or, la croissance, c'est le moteur du progrès. Pire, nous faisons comme si la croissance allait miraculeusement retrouver le niveau des années fastes. Et cela se traduit par un endettement hors de contrôle. Nous sommes en train de creuser notre tombe, d'hypothéquer l'avenir. Cependant, ces paramètres économiques n'expliquent pas la panique morale qui s'empare de nous, l'attrait pour les partis xénophobes et nationalistes, la fuite vers les extrémismes politiques. Mis à part peut-être le réchauffement climatique, aucune de ces crises n'est ingérable. Il suffirait de faire preuve de sang-froid et d'accepter les nécessaires ajustements politiques, économiques et sociaux. Nous en semblons de plus en plus incapables. La confiance dans l'avenir semble éteinte, et partout la colère monte, et la violence aussi. On a pu constater cette régression politique dans le passé, notamment dans les années 1930, en Allemagne et au Japon. Mais à l'époque, on pouvait toujours relier ce phénomène à une profonde crise interne. L'Allemagne, par exemple, cumulait les humiliations avec le traité de Versailles, le pillage des ressources par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, la mise sous tutelle, la crise économique et financière dévastatrice. C'est sur ce terreau que dans le passé, on voyait surgir des mouvements politiques populistes avec un fort rejet des élites en place et un discours de haine. On en connaît les conséquences tragiques. Mais aujourd'hui, le même phénomène se constate un peu partout. En Europe, avec la dérive droitière qui touche à peu près tous les pays, jusqu'aux très progressistes pays scandinaves dernièrement. Aux États-Unis, avec la disparition du Parti républicain traditionnel au profit du Trumpisme. En Amérique du Sud, notamment au Brésil, sous Bolsonaro, en Argentine plus récemment. En Inde, avec l'ultranationalisme hindou représenté par Narendra Modi. En Turquie, avec le retour d'un islamisme teinté de nationalisme sous Recep Tayyip Erdogan. Et on cherche en vain une insupportable humiliation que tous ces pays auraient subie de la part de leurs voisins. Seule la Russie de Poutine pourrait éventuellement répondre à ce critère. La Chine et les États-Unis sont emblématiques d'un retour du nationalisme agressif, alors même que ces deux pays partagent le leadership mondial dans à peu près tous les domaines. Alors c'est quoi le problème? Et si la crise avait une autre cause que celle que nous invoquons généralement? Eh bien, c'est l'hypothèse de départ de ces vidéos. La crise n'est pas la conséquence d'une détérioration généralisée, mais au contraire, elle en est la cause. Par exemple, une des causes de la paupérisation résulte de la multiplication des familles monoparentales. Mais elles-mêmes, elles sont la conséquence de la difficulté croissante d'établir une relation amoureuse stable. La crise morale précède la crise économique et sociale. Il faut dès lors s'intéresser à la crise immatérielle qui affecte principalement les relations en tant que phénomène indépendant et en expliquer la nature. Les causes réelles de la crise nous sont invisibles et nos réactions sont par conséquent inadaptées. Parce que nous sommes incapables de discerner ces causes, nous sommes aussi incapables d'imaginer l'évolution de la crise et les moyens d'en sortir. L'avenir nous semble compromis. Tout cela conduit à des réactions paniques.
Cela déclenche des réflexes de survie. Nous allons chercher dans la part archaïque de nos esprits des solutions à nos problèmes qui n'ont plus grand-chose à voir avec la raison. Le premier de ces réflexes, le plus puissant aussi, se résume en un seul mot: sacrifice. Une crise aux causes invisibles ébranle les fondations de notre monde, et lorsque l'avenir semble bouché par un mur opaque, les frustrations et les peurs s'emparent de nous, et dans ces conditions, nous, les humains, nous faisons toujours la même chose. Nous demandons des sacrifices. Et oui, en surface, nous sommes des êtres de raison, et beaucoup d'entre nous, par exemple, se disent athées. Mais sous la surface, profondément gravée dans notre logiciel humain, sommeille le religieux. Et il ne demande qu'une chose pour sortir de sa tanière: un effondrement de notre monde symbolique, une crise de la représentation, une crise immatérielle. Notre psyché repose sur des récits, des représentations du monde, et les représentations du passé et du présent sont les ingrédients qui nous permettent de construire la représentation du futur. Cette construction symbolique est nécessaire à toute action, à tout engagement. Et lorsque ce mécanisme est grippé, cela nous paralyse et nous laisse l'impression que le futur n'a pas plus de sens que le passé ou le présent. Dans notre esprit, cela équivaut à une destruction en profondeur de notre monde. Peu importe que nous vivions encore largement mieux que dans le passé, ce n'est pas sur le réel que nous nous basons pour avancer, mais seulement sur une représentation du réel. Nos analyses de la crise négligent cette distinction et nous confondons allègrement la réalité d'une situation donnée avec la représentation que nous nous en faisons. La crise actuelle affecte principalement notre représentation du réel. C'est une crise du sens, du symbolique, et non une crise matérielle. Ce qui compte pour nous, c'est l'impression de la perte, de la destruction de notre monde. Ce sentiment nous est insupportable parce qu'il nous bascule dans l'incertitude et nous interdit toute action sensée. C'est cela qui déclenche le réflexe panique. Et le premier remède que nous allons chercher dans notre cerveau atavique est aussi le plus puissant. C'est le sacrifice. Alors nous construisons une autre représentation du monde. Cette crise, elle a nécessairement une cause, et la cause est nécessairement humaine. Ça doit être un groupe d'humains malfaisants qui n'ont qu'un but: nous détruire. Pour survivre, il y a une condition préalable: nous débarrasser des méchants, expulser ce mal avant qu'il ne nous détruise de l'intérieur. Seul le sacrifice peut nous sauver. La crise déclenche le mécanisme le plus profondément enfoui dans la nature humaine, dont nous croyons naïvement nous être débarrassés. Tous nos malheurs doivent trouver un responsable, un bouc émissaire qui payera la note. Des sacrifices, nous voulons des sacrifices. Voilà ce que hurlent les foules en colère. Et certains individus comprennent intuitivement le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Alors nous héritons de populistes orduriers et violents comme chefs d'État. Arrêtons de nous fixer sur les leaders. Il y aura toujours des individus violents et racistes. Mais il y a peu de temps, ceux qui se présentaient aux élections ne faisaient pas 1% des voix. Aujourd'hui, ils sont parfois au pouvoir. Mais ils ne sont pas le problème. Le problème, c'est nous, le peuple, qui basculons chaque jour un peu plus dans la recherche panique de boucs émissaires, qui nous retranchons dans nos forteresses identitaires et nous inventons des ennemis imaginaires. Tout ce que nous voulons, c'est un guide qui nous dit que nous avons raison. Il n'y a rien de rationnel, rien d'objectif dans cette régression sacrificielle qui n'épargne personne. C'est un virus redoutablement virulent et contagieux. Alors dans cette série de vidéos, nous allons étudier le phénomène en commençant par en discerner les causes. Parce que c'est ça le plus incroyable dans cette histoire, c'est que personne ne comprend vraiment comment nous en sommes arrivés là.